dans le panthéon des idéaux modernes, la liberté trône, incontestée, drapée d'une aura quasi sacrée. Elle est le cri de ralliement des révolutions, la promesse murmurée à chaque génération, l'étalon auquel nous mesurons le progrès des sociétés et l'épanouissement des individus. Pourtant, sous cette unanimité apparente, se cache une profonde ambiguïté, une tension rarement explorée entre deux conceptions radicalement opposées de ce que signifie être libre. D'un côté, une liberté conçue comme une absence de contraintes, une capacité illimitée d'autodétermination, une pure potentialité offerte à la volonté individuelle ou la liberté abstraite, souvent célébrée, parfois redoutée. De l'autre, une liberté plus humble, plus exigeante, définie non par l'absence de limites mais par la reconnaissance de limites justes et nécessaires, une liberté enracinée dans le devoir, la responsabilité et l'ordre hérité ou la liberté ordonnée, défendue par une tradition de pensée souvent qualifiée de conservatrice, dont les figures tutélaires comme Edmund Burke et Russell Kirk ont articulé les principes avec une acuité particulière. Cette seconde conception, moins séduisante au premier abord, moins en phase avec l'ivresse de l'émancipation permanente qui caractérise notre époque, pose une question dérangeante, et si la quête effrénée d'une liberté sans entrave n'était pas le chemin vers l'épanouissement, mais une voie périlleuse menant à une forme insidieuse de servitude, une licence déguisée qui, en érodant les fondements même de l'ordre social et moral, finit par engendrer l'anarchie puis, inévitablement, la tyrannie? Se pourrait-il que le véritable fardeau ne soit pas les limites que nous impose la réalité, la tradition ou la communauté, mais bien le poids écrasant d'une liberté absolue, désincarnée, qui nous laisse démunis face au chaos de nos propres désirs et à la fragilité de notre condition? Explorer cette distinction cruciale, ce clivage fondamental entre la liberté comme droit souverain de l'individu et la liberté comme participation responsable à un ordre plus vaste, n'est pas un simple exercice académique. C'est une nécessité vitale pour comprendre les malaises profonds de nos sociétés contemporaines, déchirées entre l'appel de l'autonomie radicale et le besoin impérieux de sens, de communauté et de stabilité. C'est interroger la nature même de notre humanité et les conditions réelles de notre floraison. La généalogie de cette tension remonte loin, bien avant que Burke ne prenne la plume pour dénoncer les sophistes, économistes et calculateurs de la Révolution française. On pourrait en trouver les prémices dans la philosophie antique, chez Platon décrivant la dérive de la démocratie vers la tyrannie lorsque la liberté devient licence, ou chez Aristote insistant sur la vertu comme condition de la bonne vie en communauté. Cependant, c'est avec l'avènement de la modernité et les bouleversements intellectuels et politiques qu'elle a engendré que le conflit entre ces deux visions de la liberté s'est cristallisé. D'une part, les Lumières, dans leur diversité, ont exalté la raison individuelle et le droit naturel à l'autonomie, posant les bases d'une conception de la liberté comme émancipation des tutelles traditionnelles qu'elles soient religieuses, politiques ou sociales. Des penseurs comme John Locke, tout en reconnaissant des limites naturelles, ont jeté les fondements du libéralisme classique en plaçant les droits individuels au cœur de l'ordre politique. Plus radicalement, Jean-Jacques Rousseau, avec son idée d'une volonté générale et sa critique de la civilisation corruptrice, a ouvert la voie à une interprétation de la liberté comme retour à une authenticité primitive ou comme fusion dans un corps social idéalisé, conception qui, paradoxalement, pouvait justifier des formes de coercition au nom de la vraie liberté. C'est précisément contre les excès potentiels de ces philosophies, et surtout contre leur mise en œuvre sanglante lors de la Révolution française, qu'Edmund Burke a forgé sa critique dévastatrice. Pour Burke, la liberté abstraite, déconnectée des circonstances concrètes, des traditions éprouvées et des institutions héritées, était une chimère dangereuse. La véritable liberté, selon lui, n'était pas un droit métaphysique mais un héritage anglais, fruit d'une longue évolution historique, inscrit dans des lois, des coutumes et des préjugés, compris comme des jugements pré-rationnels basés sur l'expérience collective, qui fournissait un cadre stable et protecteur à l'action humaine. Cette liberté était indissociable de l'ordre, de la propriété, de la religion et des devoirs moraux. Tenter de refonder la société sur des principes abstraits, comme le firent les révolutionnaires français, revenait à déchaîner des forces destructrices, à remplacer une autorité légitime, bien que perfectible, par une tyrannie bien plus brutale, celle de la foule en colère ou d'un état idéologique omnipotent. La liberté, pour être durable, devait être limitée, virile, morale, réglée. Cette intuition burkéenne a été reprise et développée au fil des siècles par divers penseurs attachés à la préservation des ordres sociaux et moraux face aux assauts de l'individualisme radical et de l'utopisme révolutionnaire. Au XXe siècle, Russell Kirk, figure majeure du conservatisme américain d'après-guerre, a systématisé cette vision en opposant explicitement la liberté ordonnée à la licence ou à la liberté idéologique. Pour Kirk, la liberté authentique ne pouvait prospérer que dans le cadre d'un ordre moral transcendant, ancré dans la tradition religieuse et philosophique occidentale, et soutenu par des institutions sociales intermédiaires, familles, communautés locales,
Église, qui tempère à la fois le pouvoir de l'État et l'égoïsme individuel. La liberté ordonnée reconnaît que l'être humain n'est pas un atome isolé mais une personne insérée dans un réseau de relations et d'obligations. Elle implique des devoirs envers Dieu, envers les autres et envers les générations passées et futures. Elle accepte les limites inhérentes à la condition humaine, notre faillibilité, notre dépendance mutuelle, notre besoin de repères stables. À l'inverse, la liberté révolutionnaire ou idéologique, souvent issue d'une vision prométhéenne de l'homme capable de se réinventer à l'infini, rejette ses limites au nom d'une émancipation totale. Elle confond liberté et satisfaction immédiate des désirs, droits et caprices, autonomie et refus de toute autorité légitime. Cette quête d'une liberté sans frein, selon Kirk, mène inéluctablement à la désintégration sociale, à l'anomie morale et, in fine, à une nouvelle forme de servitude, car une société atomisée et dépourvue de repères moraux devient une proie facile pour les démagogues et les tyrans qui promettent de restaurer l'ordre par la force. La distinction n'est donc pas simplement sémantique, elle touche au cœur de notre compréhension de la nature humaine et des conditions d'une existence collective viable et florissante. Elle nous oblige à questionner l'évidence apparente selon laquelle plus de liberté, au sens d'absence de contrainte, est toujours synonyme de mieux. Comment cette conception de la liberté comme licence, comme affranchissement de toute limite, parvient-elle à s'imposer comme une évidence, à se draper dans les habits du naturel et de l'inévitable progrès? Plusieurs mécanismes subtils sont à l'œuvre. D'abord, il y a l'attrait psychologique indéniable de la transgression. Rompre les chaînes, réelles ou imaginaires, procure un sentiment de puissance, une ivresse libératrice qui peut être particulièrement séduisante dans des sociétés où les individus se sentent souvent impuissants face à des systèmes complexes et anonymes. Le discours de la libération sexuelle, libération des normes sociales, libération des identités assignées trouve un écho profond dans notre désir d'affirmation de soi et notre résistance à toute forme d'autorité perçue comme arbitraire. Ensuite, cette vision est portée par des courants culturels et intellectuels puissants qui, depuis des décennies, déconstruisent systématiquement les notions de tradition, de devoir et de limites objectives. Le postmodernisme, dans ses formes les plus radicales, a popularisé l'idée que toutes les normes sont des constructions sociales oppressives, que toutes les vérités sont relatives et que l'individu est le seul arbitre de sa propre réalité et de ses propres valeurs. Cette déconstruction, si elle a pu avoir des effets émancipateurs en dénonçant des injustices réelles, a aussi contribué à saper les fondements moraux et épistémologiques sur lesquels repose une liberté ordonnée. Si tout est arbitraire, pourquoi accepter quelque limite que ce soit, sinon celle imposée par la force brute ou le consensus social le plus fluctuant? Le capitalisme de consommation joue également un rôle crucial dans la promotion de cette liberté-licence. Pour fonctionner et s'étendre, il a besoin de consommateurs constamment en quête de nouveautés, de satisfaction immédiate et d'expression individuelle à travers les biens et les expériences qu'ils achètent. Il encourage une culture de l'hédonisme, de l'impulsivité et du narcissisme, où le moi et ses désirs sont placés au centre de l'univers. Les limites, les devoirs, la patience, l'ascèse vertus nécessaires à une liberté ordonnée sont autant d'obstacles à la logique de l'accumulation et de la consommation effrénée. La publicité nous bombarde en permanence de messages nous incitant à nous faire plaisir, à briser les règles, à être nous-mêmes, entendus comme céder à nos pulsions les plus immédiates. La liberté est ainsi réduite à la liberté de choisir entre différentes marques, différentes expériences, différents styles de vie préformatés, une liberté superficielle qui masque une dépendance croissante aux mécanismes du marché et une érosion de notre capacité à exercer une véritable autonomie morale. Enfin, l'évolution technologique, notamment l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, a paradoxalement renforcé cette tendance. Si ces outils offrent des possibilités inédites d'expression et de connexion, ils favorisent aussi une culture de l'instantanéité, de la comparaison sociale permanente et de la validation externe. La liberté est d'exprimer n'importe quelle opinion, même la plus haineuse ou la plus absurde, dans l'anonymat relatif du cyberespace, est souvent confondue avec une véritable liberté de pensée. La recherche de likes et de reconnaissance virtuelle peut devenir une nouvelle forme de servitude, aliénant l'individu de ses propres convictions et de ses relations réelles. La technologie, en nous promettant un contrôle accru sur nos vies et un accès illimité à l'information et au divertissement, peut ainsi nous enfermer dans des bulles de filtre et des boucles de gratification instantanée qui atrophient notre capacité à l'effort, à la réflexion critique et à l'engagement durable. Compétences essentielles à une liberté responsable. Ainsi, par une convergence de facteurs psychologiques, culturels, économiques et technologiques, la liberté comme licence s'est progressivement imposée non comme une option parmi d'autres, mais comme l'horizon indépassable de la modernité, le sens même de l'histoire. Toute tentative de rappeler l'importance des limites, des devoirs ou de la tradition est immédiatement suspectée d'être réactionnaire, oppressive, voire fasciste.
Quel est donc l'impact concret de cette hégémonie de la liberté abstraite, de cette confusion entre liberté et licence, sur l'autonomie réelle des individus et la santé des collectivités? Les conséquences sont multiples et souvent paradoxales. Au niveau individuel, la promesse d'une libération totale se heurte rapidement aux réalités de la condition humaine et aux exigences de la vie en société. L'absence de repères moraux clairs et de structures sociales stables peut engendrer une angoisse existentielle profonde, un sentiment de vide et d'absurdité. Confronté à une infinité de choix possibles, sans critères pour les hiérarchiser, l'individu peut se retrouver paralysé, incapable de s'engager dans des projets de vie significatifs ou de nouer des relations durables. La quête effrénée de l'authenticité et de l'expression de soi, lorsqu'elle n'est pas tempérée par le sens du devoir et la reconnaissance des autres, peut conduire à un narcissisme exacerbé et à une incapacité à supporter la frustration ou la critique. Paradoxalement, cette libération peut rendre l'individu plus vulnérable aux manipulations et aux nouvelles formes de contrôle. Dépourvu de convictions profondes et de liens communautaires solides, il devient une proie facile pour les modes idéologiques passagères, les gourous en tout genre, les algorithmes des réseaux sociaux ou les stratégies marketing qui exploitent ses désirs et ses insécurités. L'autonomie proclamée se révèle être une hétéronomie déguisée, une soumission aux forces impersonnelles du marché ou de l'opinion dominante. La liberté sans limites objectives conduit non pas à l'épanouissement d'une personnalité riche et complexe, mais souvent à une conformité insidieuse et à une superficialité généralisée. Au niveau collectif, les effets sont tout aussi dévastateurs. Une société où la liberté est principalement comprise comme la maximisation des droits individuels sans contrepartie de devoirs tend à se fragmenter. Les liens sociaux se distendent, la confiance mutuelle s'érode, la solidarité s'affaiblit. L'espace public, autrefois lieu de délibération et de recherche du bien commun, se transforme en une arène où s'affrontent des groupes d'intérêts et des identités concurrentes, chacun revendiquant ses droits et dénonçant l'oppression subie. La notion même de bien commun devient suspecte, perçue comme une tentative d'imposer une vision particulière au détriment des libertés individuelles. Cette atomisation sociale crée un vide que l'État est souvent appelé à combler. Faute de régulations morales et sociales intériorisées, la demande de lois et de réglementations externes se fait de plus en plus pressante pour gérer les conflits et assurer un minimum de coexistence. L'État-providence, initialement conçu pour protéger les plus faibles, peut ainsi dériver vers un État thérapeutique ou un État nounou qui prend en charge tous les aspects de la vie des citoyens, les déresponsabilisant au passage. La liberté abstraite conduit ainsi, par un chemin tortueux mais logique, à un renforcement du contrôle étatique. Comme le prévoyait Tocqueville, une société d'individus isolés et égaux est plus susceptible de tomber sous le joug d'un despotisme double qui assure leur bien-être matériel au prix de leur liberté politique et morale. La licence individuelle et la tyrannie administrative ne sont pas des opposés, mais les deux faces d'une même médaille, le résultat inéluctable de l'érosion de l'ordre moral et social qui seul peut soutenir une liberté authentique. On observe ce phénomène dans de nombreux domaines, la judiciarisation croissante des rapports sociaux, la multiplication des normes bureaucratiques, la surveillance numérique généralisée ou autant de tentatives pour pallier, par des contraintes externes, le déficit de responsabilité individuelle et de confiance mutuelle engendré par une culture de la liberté sans limite. Cela soulève une question périlleuse, en cherchant à nous libérer de toutes les entraves, n'avons-nous pas forgé de nouvelles chaînes, plus subtiles mais peut-être plus solides encore? Face à ce constat, qui peut sembler sombre, il ne s'agit pas de prôner un retour nostalgique à un passé idéalisé ou d'imposer un ordre moral autoritaire. Il s'agit plutôt de réfléchir aux stratégies possibles pour réhabiliter une conception plus riche et plus exigeante de la liberté, une liberté ordonnée qui reconnaisse la nécessité des limites et des devoirs comme condition de l'épanouissement humain et de la vie en commun. La première étape consiste sans doute à déconstruire le mythe de la liberté comme pure absence de contraintes. Cela passe par une critique intellectuelle rigoureuse des philosophies qui la sous-tendent, mais aussi par une réévaluation de l'importance de la tradition, non pas comme un carcan rigide, mais comme un réservoir d'expérience et de sagesse accumulée, un dialogue entre les générations qui nous aide à discerner les limites justes et les chemins éprouvés. Redécouvrir les classiques de la pensée politique et morale, de Platon à Burke en passant par Tocqueville ou Simone Veil, peut nous aider à retrouver un vocabulaire pour penser la liberté au-delà des slogans simplistes de l'émancipation permanente. Il est crucial de montrer que les limites ne sont pas nécessairement synonymes d'oppression, mais qu'elles peuvent être structurantes, protectrices et même libératrices. Pensons aux règles de la grammaire qui permettent l'expression créative, aux contraintes formelles en art qui stimulent l'inventivité, le sonnet, la fugue, ou aux règles d'un jeu qui rendent le jeu possible et intéressant. De même, les normes morales et sociales, lorsqu'elles sont justes et légitimes, fournissent un cadre stable qui nous libère de l'arbitraire des pulsions et de la nécessité de tout réinventer à chaque instant.
Elles canalisent nos énergies vers des buts constructifs et nous permettent de coopérer avec les autres de manière prévisible et confiante. Une deuxième stratégie consiste à réinvestir les institutions intermédiaires qui tissent le lien social et cultivent les vertus nécessaires à une liberté ordonnée. La famille, cellule de base de la société, joue un rôle irremplaçable dans la transmission des valeurs, l'apprentissage de la responsabilité et le développement de la capacité à aimer et à s'engager. Les communautés locales, les associations, les corps de métier, les institutions religieuses sont autant de lieux où s'exerce la solidarité concrète, la participation civique et l'apprentissage du compromis. Or, ces corps intermédiaires ont été affaiblis par la double pression de l'individualisme et de l'étatisme. Les renforcer, leur redonner les moyens de jouer leur rôle, est essentiel pour reconstruire un tissu social résilient et pour offrir aux individus des espaces d'appartenance et d'engagement qui donnent sens à leur liberté. Cela implique de résister à la tendance centralisatrice de l'État et de promouvoir le principe de subsidiarité, selon lequel les décisions doivent être prises au niveau le plus proche possible des personnes concernées. Cela suppose aussi de valoriser l'engagement bénévole, le service civique et toutes les formes d'action collective qui renforcent le capital social. Il ne s'agit pas de recréer des communautés fermées et exclusives, mais de favoriser l'émergence de liens sociaux choisis et responsables, fondés sur des intérêts et des valeurs partagées. Enfin, et c'est peut-être le plus difficile, il s'agit de promouvoir une éducation du caractère, une culture de la vertu. Une liberté ordonnée ne peut reposer uniquement sur des lois externes ou des institutions, elle exige des citoyens capables d'autodiscipline, de discernement moral et de sens du devoir. Cela commence dès l'enfance, par l'apprentissage du respect des règles, de l'empathie, de la patience et de l'effort. L'école a un rôle crucial à jouer, non seulement en transmettant des savoirs, mais aussi en formant des citoyens responsables, capables de pensée critique et de jugement moral. Cela implique de ne pas céder à la tentation d'une neutralité axiologique illusoire, mais d'oser affirmer et transmettre les valeurs fondamentales qui sous-tendent notre civilisation, le respect de la dignité humaine, la recherche de la vérité, le sens de la justice, la responsabilité envers les autres et envers le bien commun. Les arts et les humanités ont ici une place essentielle, car ils nous confrontent à la complexité de l'expérience humaine, ils nourrissent notre imagination morale et ils nous aident à discerner le beau, le vrai et le bien. Cultiver les vertus classiques prudence, tempérance, courage, justice n'est pas une entreprise moralisatrice dépassée, mais une condition nécessaire pour que la liberté ne dégénère pas en licence et pour que nous soyons capables d'utiliser notre autonomie au service de fins nobles et durables. C'est un travail de longue haleine, qui demande de la persévérance et une certaine résistance aux modes intellectuels et culturels dominants. Il s'agit, en somme, de réapprendre l'art de l'autolimitation volontaire, non par peur ou par soumission, mais par amour d'un bien plus grand que notre simple satisfaction immédiate. En conclusion, la distinction entre la liberté ordonnée et la licence n'est pas une simple querelle de mots ou une nostalgie réactionnaire. Elle met en lumière un dilemme fondamental de la condition humaine et une tension au cœur de la modernité. La quête d'une liberté abstraite, conçue comme une absence totale de limites et de devoirs, si séduisante soit-elle en apparence, s'avère être un fardeau écrasant et une impasse dangereuse. En érodant les fondements moraux et sociaux qui donnent sens et structure à nos vies, elle engendre l'anomie, l'angoisse, la fragmentation sociale et, paradoxalement, ouvre la voie à de nouvelles formes de servitude, qu'elles soient le fait d'un État bureaucratique envahissant, des forces impersonnelles du marché ou de la tyrannie volatile de l'opinion. Face à ce constat, la pensée conservatrice, incarnée par des figures comme Burke et Kirk, nous invite à redécouvrir la valeur d'une liberté ordonnée, une liberté enracinée dans la réalité concrète de notre nature humaine, limitée par des devoirs librement consentis et soutenus par des traditions et des institutions éprouvées. Cette liberté n'est pas une moindre liberté, elle est, au contraire, la seule liberté véritablement humaine, la seule capable de nous épanouir durablement et de rendre possible une coexistence pacifique et fructueuse. Elle reconnaît que nous ne sommes pas des dieux autosuffisants, mais des créatures finies, dépendantes les unes des autres et insérées dans un ordre qui nous dépasse. Réhabiliter cette conception exigeante de la liberté demande un effort intellectuel, culturel et éducatif considérable. Il s'agit de déconstruire les mythes de l'autonomie radicale, de revitaliser les corps intermédiaires qui tissent le lien social, et de cultiver les vertus individuelles et civiques qui rendent possible l'autolimitation responsable. C'est un chemin à contre-courant, qui demande du courage et de la persévérance. Mais c'est peut-être le seul chemin pour échapper au cycle infernal de la licence menant à l'anarchie, puis à la tyrannie, et pour reconstruire des sociétés où la liberté puisse rimer avec responsabilité, ordre et bien commun.
le véritable défi n'est pas de conquérir toujours plus de droits abstraits, mais d'apprendre à exercer notre liberté de manière sage et vertueuse, à l'intérieur des limites bienveillantes qui définissent notre humanité et protègent notre avenir commun. Choisir la liberté ordonnée, c'est choisir la voie ardue mais féconde de la maturité humaine et politique.